Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour Monsieur Aïna, bonjour Abdelrahman, bonjour Joanne, Bonjour. bonjour à tous, bienvenue. Donc notre cabinet conseil RHRE de Montréal a le plaisir de cette année de lancer ces webinaires. Donc l'an dernier déjà on a lancé plusieurs qui sont gratuits et donc c'est notre premier avec notre ami Abdelrahman Benariba, qui est enseignant, conseiller senior en gestion entrepreneuriale, et puis après une grande expertise dans le domaine et leader au Québec ici dans le montage de programmes de formation d'entrepreneurs avec le SAGE, avec le gouvernement québécois. Il a eu la chance et le plaisir de travailler en Amérique latine, en Asie et en Afrique, et ici aussi au Canada. Son sujet d'aujourd'hui, c'est les défis du développement durable de l'entrepreneuriat, les expériences algériennes, sénégalaises et québécoises. Il veut partager avec nous cette expertise sur les 10 dernières années, de 2010 à 2020. Je vous invite à profiter au maximum de son expertise, de son expérience, et je vous conseille de prendre ses coordonnées parce que c'est une personne très intéressante pour votre développement entrepreneurial. Notre cabinet conseil RHRE a ce plaisir de partager avec vous ça. Nous avons M. Aïna qui va aussi intervenir juste après la conférence de M. Abdelrahman Benariba, qui est entrepreneur, est un des leaders dans le domaine d'entreprise technologique. Il va partager avec nous sa petite expérience. On va lui permettre de lui donner 5 minutes de partager cela. Maintenant, je donne la parole à notre président du cabinet conseil RHRE, Madame Joanne Saint-Ange, dont j'ai le plaisir toujours de travailler avec elle, partager des choses. Et puis après, nous avons, je crois, 2021, pas mal de choses à développer ensemble. Allez-y, Joanne. Merci, Aziz. C'est un plaisir partagé. Hein? Puis, un petit mot sur le sujet de ce matin qui n'est pas un sujet anodin, mais depuis toutes les… Bonjour, Monsieur Saad, bienvenue. Bonjour. Bienvenue Bonjour. à ce Merci. webinaire. Merci. Aziz vient de faire un petit peu de l'introduction du sujet et bien sûr la présentation d'Abderrahman. Et suivra votre présentation à vous et celle de M. Aïna un petit peu au cours de ce webinaire. Donc, je vais en profiter pour souhaiter la bienvenue aux participants, encore comme plusieurs fois au cours de nos webinaires, on réunit déjà 3 continents, des gens de l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, des gens de l'Europe, plus spécifiquement de la France, et puis des gens du continent africain, où on a Cameroun, Sénégal, Algérie et Maroc aussi. Donc, bienvenue à tous nos participants. On vous réserve, comme à l'habitude, une période de questions autour de 12h45 à peu près. Aziz aura le plaisir et moi de partager les questions et de prendre tout au long vos commentaires aussi. Un petit mot sur le sujet de l'entrepreneuriat qui n'est pas un sujet anodin ce matin. C'est notre premier webinaire de l'année 2021. Hein. On est encore en janvier. On peut encore offrir les meilleurs vœux pour cette nouvelle année. L'entrepreneuriat, on sait que c'est un sujet important pour tous les pays. Ça a un impact majeur sur les développements économiques. Et là-dessus, je vais laisser… tout à l'heure, Abderrahman nous en dire plus parce que déjà, l'expérience d'Abderrahman permet de nous offrir des données sur déjà 3 pays, Sénégal, Algérie et Québec. Donc, Abderrahman, si tu veux bien, on va juste prendre 2 minutes pour les consignes. Il y en a qui sont plus habitués que d'autres, mais on va faire un petit rappel au bénéfice de tout le monde. Donc, la première consigne touche votre barre d'outils qui va être pour le chat, pour donner vos commentaires. Est-ce que ça va? Tu peux juste défiler le diapo. Oui. Ça ne fonctionne pas, Joanne. Est-ce que tu pourrais peut-être me donner la main? Je n'arrive pas. Bien, c'est toi normalement qui partage l'écran.
Est-ce Oui, que, à moins que tu enlèves ton partage et que tu le reprennes, oui. mais pour l'instant, c'est écrit partage l'écran. Bon, on va réguler les petits. Il y Oui, a toujours des éléments techniques. Donc, est-ce que tu peux le reprendre? voilà, Oui, c'est bon? c'est Très bon. bien. Oui, Donc, les premières consignes sont sur les questions et répondre. Vous voyez en rouge, vous avez dans votre barre d'outils un Q&A ou un question et un R pour les réponses. Vous adressez au fur et à mesure. Ou vous avez tout simplement le chat sur lequel on voit déjà les gens ont interpellé bonjour et les salutations. L'autre consigne qui va être, bon, les questions et réponses, on va essayer d'en répondre peut-être au fur et à mesure, mais comme j'ai dit, ça va être la période qui va être réservée plus vers 12h45. Et puis le dernier point, pour rendre la présentation plus interactive et connaître aussi votre point de vue, Abderrahmane va nous soumettre 3 questions au fur et à mesure de la présentation. Donc, sur ce, je laisse la parole à notre conférencier, M. Abderrahmane Benariba. Je donne une consigne à M. Benariba, qu'il oui. a 20 minutes, et puis après, il y aura donc un sondage au cours de sa conférence. Bien. Allez-y. OK, merci. Alors, j'aimerais tout d'abord dire bonjour à toute l'assistance et je remercie, c'est-à-dire le cabinet Conseil Ressources Humaines, de me permettre justement de retrouver d'anciens collègues, amis, que je retrouve par le biais donc, de la liste des présents. Et je tiens également à souhaiter vraiment la bienvenue à nos amis, collègues d'Afrique, d'Europe et bien entendu, c'est-à-dire du Québec et d'Asie. Alors ça, je suis personnellement très honoré donc par l'assistance et la participation de nos amis. Alors, sans plus tarder, donc je sais que j'ai 20 minutes, je dois faire vite et bien. Tout d'abord, un petit mot sur le contenu de la présentation. Alors, la présentation que vous allez avoir, donc je l'ai préparée, je l'ai finalisée sur la base de projets de formation donc, et de transfert d'expertise en gestion des processus de création de développement, donc de projets d'entreprise. J'ai opéré au niveau du SAGE. Alors, le SAGE, c'est un service d'aide aux jeunes entreprises. C'est une entité, un organisme donc, public qui a été créé sur l'initiative des pouvoirs publics en 1985. Donc, un organisme entièrement dédié à la cause entrepreneuriale et au développement entrepreneurial. Alors, c'est des projets qui ont été essentiellement menés avec l'ancienne Agence canadienne du développement international, aujourd'hui c'est Affaires mondiales Canada, et avec le Centre d'études socio-économiques de l'Afrique de l'Ouest, Pôle Sénégal, durant la période de 2007 à 2010 et une reprise en 2012, donc avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Il y a eu également le projet de transfert d'expertise, donc en direction de l'Université d'Oran 1, Estenia et l'École nationale polytechnique, donc qui a porté sur la formation de formateurs experts. Et enfin, j'ai réalisé entre 2010 et 2020, c'est-à-dire une sorte de synthèse des résultats donc obtenus à partir de rapports d'activité pour différents programmes donc, et mandats qui sont gérés par le SAGE, mais ce sont des mandats donc, que le gouvernement, les différents paliers du gouvernement, provincial, fédéral, y compris le municipal, donc ont accordé au SAGE en matière de démarrage d'entreprise, de suivi pour le travail autonome également, anciennement connu sous le label de aide au travail indépendant, et le programme lancement d'entreprise, c'est un programme de formation donc, qui est géré par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Alors, j'ai compilé les résultats et essayé de faire une sorte, pas de benchmarking, mais voir qu'est-ce qui a fonctionné dans certains pays et qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Et vous allez voir au niveau de la conclusion
je vais essayer de mettre en relief donc, certains éléments qui me semblent très importants dans le cadre du développement entrepreneurial. Bien, alors je continue. Alors, ce que je vous propose, donc l'expérience sénégalaise, on va commencer par cette expérience, l'expérience algérienne et l'expérience québécoise, et enfin, on essaiera de conclure. Alors, le contexte de l'expérience sénégalaise, donc c'est un projet qui a duré plus de 3 ans, en fait, donc avec l'équipe du CESAO, du Centre d'études socio-économiques pour l'Afrique de l'Ouest. Et j'ouvrirai une petite parenthèse. Il s'agit d'un projet qui m'a marqué personnellement parce que j'ai énormément appris. C'est-à-dire, quand on s'est présenté, je pensais, c'est-à-dire transférer de la formation, de l'expertise avec toute l'équipe, donc du stage. Et d'ailleurs, je pense que nous avons 2 personnes qui ont été impliquées très activement et que j'aimerais saluer personnellement. Il s'agit de Madame Francine Dumont et de Madame Leila Rahmouni qui ont été impliquées donc, dans ce projet-là. Alors, il fallait dans un premier temps convaincre, c'est-à-dire les partenaires sénégalais, du bien fondé d'un transfert d'expertise et d'une formation spécialisée. Donc, l'argumentaire n'a pas été chose aisée, même si, d'une manière générale, les Sénégalais sont très friands, c'est-à-dire de formation pragmatique a fortiori. Le deuxième défi, c'est que le projet a eu lieu au sud du Sénégal, dans une région, c'est la grande région du Saloum, et ce n'est pas évident, ce n'est pas la région de Dakar, où on a donc tous les moyens relativement, la logistique, etc. Il fallait à chaque fois qu'on se déplaçait, faire en moyenne à peu près 300 km dans des conditions relativement difficiles. Donc, convaincre les partenaires, les acteurs et les porteurs de projets, ce n'était pas chose aisée, si je peux dire. Alors, avant de commencer donc à former les porteurs de projets, il fallait commencer par expliquer en quoi allaient consister les processus cognitifs. D'abord, le premier objectif, c'était de s'intéresser à la courroie de transmission qui était constituée par le support humain. Et le support humain, c'était les acteurs, les organismes qui allaient être en charge, c'est-à-dire du coaching, de la formation, de l'accompagnement des porteurs du projet. Donc, pour nous, l'élément central, c'est-à-dire ça allait être la formation de la ressource humaine. La qualité du conseil et de l'accompagnement, donc c'était 2 facteurs déterminants pour pouvoir accepter le projet. Et enfin, c'est-à-dire que les porteurs de projet, grâce à une formation préliminaire, pragmatique, allaient justement être impliqués directement ou indirectement grâce justement aux formateurs experts qu'on aurait formés. Si les résultats allaient être au rendez-vous, les porteurs de projet seraient au rendez-vous. Si la formation n'allait pas donner de résultats, incluant par exemple l'accompagnement de suivi, on avait quand même certaines appréhensions. Alors, quels ont été les objectifs dans le cadre donc, du projet? Il y a eu 3 objectifs en fait. Le premier, c'est qu'on a affaire à 3 régions quand même qui sont caractérisées par une certaine précarité. C'est des régions donc agro-pastorales. Pourquoi on a ciblé ces 3 régions? En fait, c'était avec d'un commun accord avec le ministère des Affaires internationales, donc avec l'Agence canadienne du développement international, parce que l'entrepreneuriat était considéré comme étant un moyen de réduire donc des poches de pauvreté. Les porteurs de projets, d'une manière générale, souhaitaient sans exception, quand on a fait notre diagnostic, s'insérer dans une dynamique d'innovation sur des marchés neufs, tant régionaux, nationaux qu'internationaux. Alors, on est en plein sud du Sénégal et on a des porteurs de projets qui nous disent qu'ils ne veulent pas, qu'ils ne souhaitent pas donc travailler sur des projets traditionnels, qu'ils voudraient, c'est-à-dire à la limite travailler sur des projets structurants, novateurs, si jamais on devait les avoir donc en tant que clientèle finale. Le deuxième objectif, c'était de maîtriser la fonction de gestion-conseil. Alors, c'est d'éviter autant que possible, c'est-à-dire des formations théoriques, des formations abstraites. Les porteurs de projets n'étaient pas du tout intéressés par ce genre donc de formation.
Alors, le défi à relever, c'était des porteurs de projets qui n'étaient pas intéressés par les phases de processus de création laborieuses, exigeantes. On va le voir également au Québec, c'est-à-dire les porteurs de projets ne sont pas intéressés à suivre des formations, c'est-à-dire de prolongement d'une formation académique. Ce qui les intéresse, c'est vraiment des formations pointues, c'est-à-dire qui vont les aider à développer leur projet d'entreprise. La solution, c'était donc d'insérer dans le processus la fonction gestion-conseil appliquée au développement entrepreneurial et la pédagogie allait constituer donc un axe essentiel. Troisième objectif, c'est bien entendu implanter un modèle organisationnel, donc une sorte de système de gestion, de prise en charge des porteurs de projets, mais qui ne ferait aucune concession sur le plan de la rigueur du processus. Donc, on allait exiger non seulement des formateurs experts de s'impliquer pleinement dans la pédagogie, donc dans le savoir-faire, mais également aux porteurs de projets, ça a été une condition sine qua non, pas de concession sur la rigueur du processus. Alors, rapidement, comment je pourrais, par exemple, résumer les domaines d'apprentissage? Parce que ça allait être une question finalement d'apprentissage. L'entrepreneur, on l'a placé au centre de nos préoccupations. Donc, on voulait absolument développer son pouvoir d'action, sinon ce n'est pas un entrepreneur. On voulait l'aider et l'appuyer dans son processus de structuration de l'identité entrepreneuriale en leur disant qu'un projet d'entreprise doit avoir une âme, doit avoir des traits caractéristiques et doit s'inscrire dans une dynamique d'innovation et de pérennité, donc de durabilité. Et enfin, aider les entrepreneurs, les porteurs de projets, de construire une vision entrepreneuriale. Une entreprise, c'est dans le long terme, doit s'inscrire dans la durabilité. Alors, si on a ces trois éléments-là, donc on pouvait valablement commencer notre projet. Alors, encore le défi, c'était de transposer des compétences entrepreneuriales. On est au Québec, le milieu s'y prête, je dirais, assez facilement, okay? D'autant plus que depuis 1985, les différents gouvernements du Québec qui se sont succédés ont toujours privilégié une certaine stratégie entrepreneuriale et les compétences à les suivre, les systèmes de formation, les dispositifs d'aide étaient là, beaucoup de financement. Donc, est-ce qu'on allait avoir certaines difficultés pour justement implanter un tel système, c'est-à-dire de telles modalités dans un pays comme le Sénégal et a fortiori, comme je l'avais dit, au sud du Sénégal? Alors, deux grandes questions qu'on s'est posées dès le commencement du projet. Est-ce que les changements que nous allions observer une fois le projet terminé, complété, est-ce que les changements seraient perceptibles dans le cadre de l'accomplissement donc des fonctions de gestion de conseil? Et la deuxième question, en fait, c'est une déclinaison de la première. Est-ce que les porteurs de projets allaient également changer d'attitude et donc de comportement? Et ça a été les deux questions donc, qui nous ont taraudé l'esprit pratiquement durant tout le processus. Alors, on va essayer de répondre justement à ces deux questions. Alors, avant d'aller plus loin, je vous propose donc un petit questionnaire. Parmi les éléments suivants, est-ce que vous pourriez choisir deux qui vous semblent importants? Donc, capacité d'assumer le risque entrepreneurial, la tolérance au stress et à la pression du travail, la ténacité, détermination, persévérance, confiance en soi et la vision, la créativité. Alors, très rapidement, pour juste avoir une idée, et donc on va pouvoir continuer sur notre lancée. Donc, le sondage est lancé. On invite les participants à y répondre et puis on va pouvoir projeter vos réponses. Bien. Alors, je vois déjà des résultats significatifs, révélateurs. La capacité d'assumer le risque entrepreneurial, j'ai 75%, c'est bien. Déjà 75% de l'assistance, je pense que c'est important. Et en deuxième position, la vision, la créativité, l'innovation. Et, bon. Et
également la ténacité, la détermination, la persévérance. Alors en fait, vous le voyez, il s'agit donc de 4 compétences qui sont extrêmement importantes. Si on vous a demandé, c'est-à-dire les 2 principales, c'était surtout pour des raisons d'ordre technique, mais en fait, vous avez parfaitement raison. Et ça a été notre défi, c'est justement que l'entrepreneur puisse assumer le risque parce que en faisant notre diagnostic, on s'est aperçu que les entrepreneurs, les porteurs de projets n'assumaient pas tellement donc la prise de risque et en matière également de ténacité, de vision, la vision était absente parce que l'entrepreneuriat dans cette région, c'est-à-dire quand on a fait notre diagnostic, c'était un peu plus par dépit. Donc, il n'y avait pas cette dimension de pérennité, de durabilité. Alors, on va continuer, si vous permettez maintenant. Alors, les premiers éléments, et alors il y aura certaines parties sur lesquelles je vais passer assez rapidement, peut-être au niveau des questions, on pourra y revenir, les changements perceptibles. Alors, j'ai divisé le tableau en 2 parties, avant les phases d'activité et après, c'est-à-dire les changements qui ont été observés. Alors, les 3 premiers éléments qui nous ont semblé importants, c'est la considération des clientèles. Comment au niveau, par exemple, des acteurs, on considérait les clientèles, donc les porteurs de projets. Il n'y avait pas d'atelier d'information, généralement. C'était un petit peu de l'information de type générique. Il n'y avait pas de feedback quand, par exemple, un dossier était soumis. Juste après, une fois que le projet a été complété, parce qu'on les a accompagnés, on a été très impliqués dans l'accompagnement des porteurs de projets, il y a une attention qui était démontrée au niveau des ateliers d'information. Donc, déjà, il y avait des ateliers d'information qui étaient formalisés. Prévenance. Pourquoi la prévenance? Parce qu'on a vu qu'il y avait certaines pratiques. Donc, il y avait certaines attitudes. Les conseillers auxquels on a fait affaire, qu'on a formés, ils avaient tendance à garder un client potentiel si ce dernier était prêt à payer pour un accompagnement. Donc, l'idée de service, d'accès, c'est-à-dire au service, conseil, à la formation, n'était pas de mise. Généralement, les conseillers, quand on leur a parlé, ils survolaient le contenu des dossiers, ne planifiaient pas correctement les rencontres. Donc, juste après le projet, on a vu qu'il y avait une anticipation des besoins, une écoute active, et on savait se référer aux clients au cas où l'expertise n'était pas disponible. Donc, on essayait d'identifier des ressources additionnelles et même des ressources spécialisées. Et en prévision d'un rendez-vous, ça peut vous sembler aussi simple que cela, mais les rendez-vous commençaient à être pris et on prenait connaissance du dossier avant la rencontre. Et enfin, le professionnalisme. C'est un des points culminants. La tendance à improviser la démarche de prise en charge. On éprouvait de la difficulté à annoncer aux promoteurs que leur projet n'était pas viable, de peur de les décevoir, et le suivi de réalisation de projets n'était pas mis. Donc, d'une manière générale, ces attitudes ont changé. Il y avait de la franchise. On récapitulait systématiquement les éléments, par exemple, d'une entente entre le conseiller et les porteurs de projets, et on mettait à jour régulièrement donc le dossier du client. Et ce qu'on avait apprécié, c'est que le suivi et l'accompagnement se sont érigés en règle. Alors, je vais essayer de passer assez rapidement sur cette étape. Un petit moment, Abderrahmane, oui. Juste pour te guider un petit peu. C'est sûr oui. qu'on va ajuster le temps, oui. mais pour qu'on voit au moins les 2 autres expériences, et je suis certaine que les participants ont très hâte d'entendre tes invités. Très bien, OK. Alors, juste un petit mot sur ce tableau-là, c'est surtout au niveau du formalisme et de la confidentialité. Le formalisme, on a travaillé beaucoup pour que le formalisme soit une règle et les règles de confidentialité, parce quand on traite des projets d'affaires, donc des plans d'affaires, la première question que pose un porteur de projet, est-ce que mon projet sera protégé? Alors, on a travaillé sur cela pour que les conseillers développent donc de tels mécanismes.
les impacts, rapidement, c'était au niveau, par exemple, du plan financier, que la faisabilité financière d'un projet conditionne son démarrage. On s'était aperçu que de ce point de vue-là, généralement, les plans d'affaires n'étaient pas de vrais plans d'affaires et les plans financiers ne reflétaient pas la dynamique donc, du projet. Et le risque, on a expliqué aux porteurs de projets que tout risque, c'est-à-dire que tout projet entrepreneurial comportait des risques. Et d'ailleurs, c'est le risque qui détermine, qui est la condition sine qua non d'un projet d'entreprise. Bien, l'expérience algérienne. Alors, l'expérience algérienne, je me suis basé sur des textes, et des textes assez récents. Très rapidement, l'Algérie, le discours actuel, c'est qu'on doit impérativement préparer l'après-ressources fossiles. Tout le monde le dit. L'université pourrait être donc, je dirais, un réservoir pour la création d'entreprises, particulièrement les startups. Alors, parce que les startups, c'est une sorte actuellement, dans le discours, une sorte de panacée pour résorber le chômage chez les jeunes diplômés. Regardez bien, le taux de chômage au niveau du supérieur avoisine pratiquement les 20% aujourd'hui. Chaque année, depuis 2016, il y a 300 000 diplômés donc, sur le marché du travail. C'est énorme. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, l'entrepreneuriat est devenu une sorte d'avenue potentielle pour résorber le chômage. Alors, dans les faits, on peut noter qu'il y a plus de 70% des entités entrepreneuriales donc, qui ont été créées en Algérie qui sont en difficulté. Et voici, c'est-à-dire comment répondent les autorités, c'est-à-dire les pouvoirs publics. C'est d'aider donc les micro-entreprises en difficulté à bénéficier d'un rééchelonnement, pratiquement à effacer leurs dettes, à disposer de plans de charge du secteur public. Donc, on va leur offrir des contrats, donc des ententes contractuelles commerciales avec différents départements ministériels. Et on va suspendre également toute poursuite donc juridique des promoteurs en difficulté. Et ce qui a attiré personnellement mon attention, c'est que le renforcement de leurs compétences, c'est-à-dire vient en dernier lieu. Par exemple, un ratio de 100 qui a été investi au niveau, par exemple, des petites entreprises, des moyennes entreprises, il y a à peine 1 à 2% qui est réservé, qui est consacré à la formation, à l'accompagnement. Or, on sait pertinemment que c'est le suivi de l'accompagnement qui impacte favorablement, positivement, la survie des entreprises. Alors, le questionnaire 2, très rapidement, je voudrais que vous choisissiez 2 difficultés liées au démarrage. Compréhension, analyse, approche du marché ciblé, montage financier, faiblesse de la préparation de la ressource humaine, conceptualisation du processus d'affaires, élaboration d'un plan d'affaires. Alors, rapidement, j'aimerais bien que vous réagissiez. Le sondage est lancé. Les gens ont commencé à y répondre. Ne soyez pas timide. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez aller dans le chat ou encore, il y a une question à répondre qu'on va probablement partager prochainement. Encore quelques secondes. On voit que l'élaboration du plan d'affaires, là, c'est une des premières difficultés, je crois. Ouais. Donc, si on regarde les résultats et on les partage. Oui. Alors, je vois que l'élaboration d'un plan d'affaires structuré, structurant, ainsi que le modèle d'affaires, c'est pratiquement 70%. Et en deuxième lieu, c'est la compréhension, l'analyse et l'approche du marché cible. Effectivement, en fait, ce sont des éléments, c'est-à-dire qui interagissent, c'est-à-dire les uns avec les autres, parce que si on a bien compris le marché cible, si on a bien fait notre montage financier, si on conceptualise, c'est-à-dire correctement notre processus d'affaires, on réussit généralement, c'est-à-dire un plan d'affaires qui est structuré et qui est structurant. Et vous avez raison parce que selon les statistiques, par exemple,
au Québec et même ailleurs, là où nous avons intervenu en tant qu'équipe, 70 à 75% des fermetures, des faillites d'entreprise, surtout la petite entreprise, sont dues justement à une mauvaise appréciation du marché. Mais vous allez voir, dans les prochaines acétates, on va découvrir qu'il y a un facteur peut-être qui est prédominant, peut-être aussi important que la mauvaise perception du marché et du plan d'affaires. Il te reste 5 minutes avant d'entamer. Ça va me suffire. Alors, parce que je vais aller très vite. Alors, juste au niveau de l'Université de l'École Polytechnique, au début du projet, donc, on a formé 30 professeurs des différentes facultés au niveau de l'université et à peu près une vingtaine de professeurs au niveau de l'École Polytechnique. D'une manière générale, ça s'est bien passé, mais au début du projet, il y a eu quand même de la résistance. Alors, la résistance, elle est très intéressante. Les enseignants qui ont été impliqués pensaient maîtriser le processus entrepreneurial, donc qui n'avaient peut-être pas besoin d'une formation coaching. Généralement, les espaces dédiés avec des ordi étaient considérés comme des incubateurs d'entreprise, pas de support, par exemple, et des outils pédagogiques, des plans d'affaires qui s'apparentent beaucoup plus à des études génériques et des projets dont le potentiel est réel mais non exploité. Je parlerai tout à l'heure, peut-être durant la période des questions, du cas de la canne intelligente. Et enfin, c'est dommage, je n'ai pas vu, durant toute mon expérience en Algérie, l'absence d'un observatoire entrepreneurial. Alors, à la fin de la formation, on a senti qu'il y a eu un réel changement et ça nous a fait plaisir parce que le monde a compris que la pédagogie entrepreneuriale pouvait faire toute la différence, d'autant plus qu'il s'agit de prendre en charge des diplômés universitaires, donc généralement des porteurs de projets qui sont relativement bien formés et qui ont peut-être cette capacité à conceptualiser leurs projets. Bien, l'expérience québécoise. Alors, rapidement, de plus en plus de candidats à l'entrepreneuriat sont très intéressés par une carrière entrepreneuriale. Et ça, je peux vous dire, ces 5 dernières années, dans le cadre des cours que j'ai donnés, du coaching, je vois de plus en plus de jeunes et de moins jeunes qui quittent leur job, qui quittent leur poste pour développer un projet d'entreprise. Alors, 80% des candidats, 25 à 40 ans, ils ont mis en relief leur motivation. Donc, au désir d'indépendance, ça, c'est un facteur déterminant au niveau de l'entrepreneuriat au Québec. 50% des entrepreneurs qui ont abandonné disent qu'ils vont reprendre le processus. Et enfin, donc, le tiers des candidats au début des formations du coaching nous ont avoué qu'ils n'attribuaient pas du tout d'importance à des aspects de fiscalité, de comptabilité et du juridique. Et enfin, ils nous ont dit que si l'accompagnement proactif était au rendez-vous, qu'ils seraient beaucoup plus nombreux donc à emprunter le parcours entrepreneurial. Et d'ailleurs, l'accompagnement, le suivi a été pour 35% des raisons d'abandon. Alors, rapidement, un petit aperçu. Je vais juste me limiter, par exemple, à la durée de la préparation et finalisation du projet. Ça prend 12 à 18 mois, dont 3 mois de formation intensive, coaching, et 12 mois de suivi d'accompagnement. D'ailleurs, l'accompagnement de suivi est exigé par les différents paliers du gouvernement dans le cadre de la prise en charge de certains programmes, de certains mandats. Et tiens, fait intéressant, en termes d'intervention d'accompagnement, 80% de l'ensemble des interventions conseil portent justement sur la stratégie marketing, les ressources humaines, le plan financier pour que les porteurs de projets puissent valablement donc bien structurer leur projet et bien démarrer leur projet. Et le taux de survie, quand l'accompagnement, le suivi il est omniprésent, il est de 70% après 24 mois. Donc, on a corrigé des statistiques, c'est les derniers chiffres, et ça fait la différence avec des entreprises, par exemple, comme en Algérie,
il n'y a pas l'accompagnement du suivi où le taux de survie est très, très bas, malheureusement. Alors, dernier questionnaire, et on pourra conclure. Choisissez 2 compétences que l'entrepreneur devrait posséder: être en mesure de construire, d'entretenir un réseau, établir des relations d'affaires, communiquer, argumenter efficacement, travailler en équipe, savoir déléguer et maîtriser un processus de négociation commerciale. Alors, j'attends vos réactions. Waouh, bien. On voit très bien que ici, au niveau de ce sondage, tu vois très bien que… Oui, très bien. Être en mesure de construire, d'entretenir un réseau. Tout à fait, c'est très important. Les entrepreneurs qui sont isolés, généralement, ils ne tardent pas à fermer boutique. Et en second lieu, maîtriser un processus de négociation commerciale. Exact, tout à fait, Aziz. Ouais, tout à fait. Donc, on voit que c'est-à-dire le premier critère, il est très important, c'est le réseautage, le maillage pour justement le positionnement de la future entreprise. En fait, les autres compétences sont tout aussi importantes, mais c'est vrai, l'isolement guette justement l'entrepreneur et c'est un des éléments qui peuvent justement fermer l'entreprise. L'entrepreneur ne pourra pas être en mesure donc de continuer ses activités. Le maillage, le réseautage sont très importants. Bien, alors on va maintenant… Alors, les facteurs clés, là je vais passer assez rapidement. Je vais retenir certains, c'est-à-dire facteurs clés comme la capacité, les habiletés de gestion. Ça, c'est très important pour un concept qui est évolutif. Pour un concept qui est stationnaire, qui est présenté, eh bien, on a remarqué que les capacités, les habiletés de gestion étaient vraiment insuffisantes. Un autre élément, c'est la préparation personnelle. C'est l'avant-dernière ligne. Les formations, l'appropriation des compétences entrepreneuriales. Ça caractérise un très bon concept, c'est-à-dire un concept d'entreprise qui va être accepté et surtout qui va s'inscrire dans la durabilité. Et j'inclurai l'aspect également innovation, pas juste dans le domaine technologique, l'innovation commerciale, l'innovation en termes de processus d'affaires, de production. Et quand on a comparé avec des projets qui étaient caractérisés par un certain concept stationnaire, où l'entrepreneur n'était pas très dynamique, eh bien, l'entrepreneur est absorbé par le quotidien. Et là, on voit le ratio, 80% de son temps, c'est au niveau donc, des aspects administratifs, etc. Et il n'a que 20% pour se consacrer au développement. Et enfin, l'accompagnement, encore une fois, le mentorat, le maillage. Alors, l'étape apprentissage, donc, on voit qu'elle est au centre, justement, des facteurs clés de réussite ou des facteurs clés de faillite. J'irai tout droit vers, lorsque cette étape est bien prise en charge, ce qui va m'intéresser, c'est comprendre que 91% des faillites sont directement ou indirectement liées à la qualité de la ressource humaine. Ça, c'est des statistiques qui perdurent, qui sortent, c'est-à-dire pratiquement de tous les organismes, de tous les dispositifs mis en place au Québec. Donc, on comprend que la formation, c'est-à-dire de la ressource humaine, que ce soit au niveau, par exemple, du fondateur de l'entreprise, du promoteur ou de l'équipe qui va l'entourer, l'action de former, elle est vitale, elle est primordiale. Et enfin, lorsqu'il y a une très bonne formation, le promoteur est en mesure d'exprimer clairement et d'une manière concise son plan d'affaires et de le décliner en plan d'action. Voilà. Et là, j'arrive à la conclusion. Alors, très rapidement. Donc, la conclusion, je l'ai beaucoup centrée sur la perception des ressources humaines, l'élément ressources humaines. Les entrepreneurs qui réussissent, ils ont une perception RH qui n'est pas probablement étrangère à leur mode de fonctionnement. Et c'est pour ça qu'on intègre dans la dynamique d'un tableau de bord de la gestion de la performance, la valorisation donc des ressources humaines, l'entourage qui est très important, l'optimisation des compétences, le comportement relié à la cognition,
l'information pour l'entrepreneur et la connaissance sont vitales à lui et à son projet. Et enfin, je résume par le biais de l'apprentissage. Donc, l'entrepreneur, il est peu friand des cours théoriques et des présentations abstraites. C'est quelqu'un qui veut du concret et du pragmatisme. Alors, voilà donc, je remercie l'assistance et je vais repasser la parole à Johan et à Aziz. Merci, Abdelrahman. En tout cas, c'est un sujet très passionnant. Oui. Il y a beaucoup de choses à dire et on sait que tu as un réservoir, un gisement dans ce domaine-là. Alors, on va essayer de donner la parole à M. Aïna et M. Saad. Si vous permettez, vous mettez vos caméras. Alors, M. Aïna, avec votre expérience en tant qu'entrepreneur au Québec, déjà, je crois, plus de 30 ans, quelque chose comme ça. Donc, on va vous donner 5 minutes d'exposer votre expérience. Puis après, M. Saad, qui est en Angleterre, qui est professeur en entrepreneuriat, on va lui donner encore 5 minutes pour pouvoir nous donner l'expérience anglaise. Allez-y, M. Aïna. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, bonjour Johan, bonjour Abdelrahman, Aziz et à tous les participants. En tout cas, Abdelrahman m'a demandé de faire un petit historique de ce que j'ai complété ici. L'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose de facile, on tient à le dire. C'est beaucoup de risques, beaucoup de choses très aléatoires. Et moi, je suis venu au Québec en 81 après avoir passé 3 ans en France. Et je suis venu comme étudiant à l'Université de Montréal pour faire un doctorat en économique. Et suite à ça, après avoir été chargé de cours à l'Université de Sherbrooke et Trois-Rivières, en 1987, j'essaie d'aller vite là. En 87, on a développé une première compagnie dans les télécoms. C'est-à-dire que l'expérience de la France dans le Minitel nous a amené pour développer un système de l'équivalent du vidéotexte. En fait, le vidéotexte, c'est l'ancêtre de l'Internet. Aujourd'hui, les jeunes ne peuvent pas comprendre ça, mais on pouvait envoyer des messages à travers un modem de 2.4K. Et non, aujourd'hui, on parle de gig, etc. Alors, ce développement de la compagnie a eu lieu de 87 jusqu'à 90-91. Et là, on a eu Korea Telecom, qui est l'équivalent de Bell Canada ou Algérie Télécom ou France Télécom, est venu nous voir et nous a envoyé une quinzaine d'ingénieurs qui sont passés à travers tout le développement qu'on avait complété durant ces années-là. Et finalement, ils ont acheté tout le code source. Ils ont dit, OK, on achète toute la technologie. Et nous, ça faisait notre affaire parce que pour communiquer ces informations-là, il fallait avoir un lien X25 qui n'est pas, aujourd'hui, ça n'existe pas. Et Bell Canada avait décidé d'arrêter ce processus-là. Donc, nous, on a vendu toute la technologie. Tout de suite, on a réinvesti tout l'argent, presque tout l'argent, pour redévelopper une autre compagnie qui s'appelle Mediasoft Telecom. Et c'est ça l'entrepreneuriat. C'est d'être capable de remettre sur la table l'argent qu'on a gagné pour prendre plus de risques et plus de difficultés au fait. Et avec la jeunesse, etc. Donc, on est parti à développer ce qu'on appelle le Computer Telephony Integration. On essayait d'intégrer le téléphone avec l'ordinateur. Aujourd'hui, ça paraît tellement évident, mais dans le temps, ce n'était pas tout à fait évident. Et on a développé des applications. La première application qu'on a vendue à l'Université du Québec à Montréal, c'était les inscriptions par téléphone où les étudiants pouvaient choisir en pesant sur 1, 2, etc., les choix de cours. On a développé une application qui a été achetée par la suite avec la Banque Royale pour faire des transactions bancaires à travers un système téléphonique. Et là, bien sûr, on est dans un contexte où l'Internet n'existait pas, n'est-ce pas? Et donc, on a commencé à développer ces applications-là. Ça a très, très bien marché jusqu'à vers la fin des années 90. On a eu des investisseurs, des venture capitalists qui ont mis beaucoup d'argent là-dedans. On a eu une pré-offre. Ensuite, c'était confirmé comme un investissement par une compagnie qui s'est faite, une compagnie qui s'appelle Dialogic.
qui était aux États-Unis, à New Jersey, pardon, et il voulait acheter la compagnie. Mais entre-temps, Intel Corporation, celle que vous avez dans tous vos écrans, vos laptops, avait acheté Dialogic. Et ils leur ont dit, mais nous, on veut acheter Mediasoft. Ils disent, OK, on ne va pas les acheter parce qu'on a beaucoup de choses, mais on va mettre de l'argent. Donc, ils ont mis, Intel avait mis beaucoup d'argent dans l'entreprise. Et finalement, au début 2000, on avait complété tout ça et puis on a fait un merge avec une autre compagnie québécoise qui s'appelait Prima Télématique à l'époque. Et on a vendu tout ça à Bell Canada. Très bien. Oui. En tous les cas, Aina, c'est une excellente success story je d'entrepreneur. termine Vas-y, on te juste, donne quelques secondes. Allez-y, vas-y. Oui. Donnez-moi 2 secondes. Et plus, aujourd'hui, j'ai fait de la téléphonie par Internet. Maintenant, moi, je pars toujours d'un principe de Nelson Mandela qui dit « Je gagne toujours et quand je perds, j'apprends ». Donc, la résilience, la persévérance donnent de meilleurs résultats, même en cas d'échec. Je ne vous ai pas raconté mes échecs, mais bon, on n'a pas beaucoup de temps. Merci beaucoup. Merci, c'est très gentil, monsieur. Aziz, si tu permets, j'ai juste une petite question, 30 secondes. Et je sais que le sujet, il est super intéressant. Exactement. Notre premier défi ce matin était la gestion du temps. Ahmed, j'aimerais prendre 30 secondes. Dans le fil de la conversation, il y a Mme Leila Ramouni qui soulève un élément important, je pense, qui n'a pas ressorti. Mais dans tout ton parcours qu'on retient, une entreprise, c'est vivante, c'est évolutif et comme tu dis, il y a des gains, il y a des pertes. Quelles ont été les difficultés que tu as pu rencontrer sur le financement? Oui, ici au Québec, on est peut-être très privilégié parce que les gouvernements aident beaucoup les sociétés des IT. Et on bénéficie des subventions, on bénéficie aussi des crédits d'impôt à la recherche et développement. Ça, c'est en termes de subventions et de crédits d'impôt. Les prêts, on a fait affaire une fois avec Investissement Québec qui nous ont prêté de l'argent. On a fait aussi des développements avec Développement économique Canada qui aussi participe à ça. Le financement est intéressant parce que par exemple, il y a Canada Export, Québec Export, quand on fait des démarches au niveau international, les foires, les déplacements, etc., sont payés à 50% dépendamment du Québec ou du Canada. Donc, il y a un financement du gouvernement, c'est sûr, des différentes plateformes du gouvernement. Au niveau du privé, sincèrement, ça n'existe presque pas, hein, à moins que les investissements qu'on a eus par des grosses corporations comme Intel ou bien par les venture capitalistes qu'on a eus à l'époque autour de quelques millions de dollars. Merci, Ahmed. Merci. Joanne, si tu permets, on passe la parole à M. Saad, s'il est là avec nous. Oui, je suis là, mais j'arrive Très bien. On me dit que c'est à vous de me… Oui, la caméra. La caméra. Voilà, on le voit. Excellent. OK. Oui. Bonjour tout le monde et merci de m'avoir invité. Merci Abdelrahman. 2 petits points que je voudrais soulever comme introduction. J'ai préparé une petite réflexion sur un peu le lien entre, disons, l'entrepreneuriat, bien que mon background et ma spécialité, c'est surtout le management de l'innovation. Mais, comme dit Druckers, l'innovation, c'est l'outil de l'entrepreneur qui a pour but de transformer sa nouvelle idée en un gain, en une opportunité. Donc, pour moi, effectivement, l'entrepreneuriat est basé sur l'innovation. Disons, pourquoi je suggère, donc dans ma réflexion, dans mon enseignement, j'essaye de proposer une espèce d'intégration entre, dans votre contexte, je dirais, l'entrepreneuriat et la durabilité. Oui. C'est très important. On ne peut pas accompagner, encourager, aider les entreprises
à aller vers une direction sans prendre en considération ce qui affecte l'environnement maintenant, l'environnement et la société maintenant et dans le long terme. C'est possible, mais il va falloir réfléchir au comment. J'ai quelques idées que je voudrais vous exposer en quelques petites minutes. Alors, pourquoi je ne suis pas un spécialiste de l'innovation, je suis un spécialiste du management de l'innovation. Qu'est-ce que c'est le management de l'innovation? C'est une littérature c'est une discipline qui s'est développée et qui a pour but d'identifier un peu les facteurs qui militent ou qui agissent comme obstacles ou comme facilitateurs au développement de l'innovation, quelles sont les étapes, le processus de développement de l'innovation, quelles sont les conditions de succès ou d'échec. D'ailleurs, pour reprendre un peu la conclusion de Abdelrahman et peut-être aussi je crois, M. Ahmed Baïna, dans le domaine de la gestion de l'innovation, on a commencé à bien comprendre comment gérer l'innovation lorsqu'on a commencé à s'intéresser aux échecs et pas uniquement au succès. Parce qu'il va falloir travailler pour aller vers le succès, mais aussi travailler en parallèle pour éviter les échecs. C'est deux choses qui ne sont pas similaires, c'est très, très différent. Donc, intégrer le concept de la durabilité avec le concept de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui doit se faire. Et effectivement, tant le concept de l'entrepreneuriat comme de l'innovation, comme de la durabilité ont évolué. L'innovation ou bien l'entrepreneuriat, souvent, ne sont pas uniquement motivés que par des gains économiques. Maintenant, on parle d'entreprise sociale, d'entrepreneuriat social, d'innovation sociale, mais ce dont on doit parler, c'est surtout un entrepreneuriat et une innovation responsable. Responsable qui prend en considération l'environnement dans lequel elle opère. Donc, c'est vrai que la durabilité a évolué. Je me rappelle, il y a 20 ans, on demandait, du côté académique et même du côté des entreprises, on demandait aux entreprises d'accepter de sacrifier leurs gains économiques au profit d'un gain économique et social. Et ça n'a pas toujours marché. Maintenant, nous sommes à un point où on dit une innovation responsable qui permet à l'entreprise d'être compétitive tout en prenant en considération l'impact de cette innovation sur l'environnement économique et social. Donc, ça veut dire, au niveau gestion, c'est plus complexe parce qu'on est en train de prendre plusieurs facteurs et les combiner. Donc, très bien, M. Sen. Oui, parce qu'on est serré par le timing. En tous les cas, c'est un plaisir de partager avec vous votre expertise. Juste dire un mot. En ce qui me concerne, l'élément ou le facteur le plus important, c'est cet apprentissage. La capacité d'une entreprise ou d'un entrepreneur pour réussir dépend de ce que la théorie appelle la capacité d'absorption, c'est-à-dire le niveau d'apprentissage, d'expertise, d'expérience, pas uniquement dans un domaine. Et c'est là où l'entrepreneuriat comme l'innovation ne peut pas être perçu comme une fonction isolée qui ne peut se faire que par une seule personne. Tout à fait. Très bien. Merci, très bien. Donc, merci Mohamed, c'est très gentil. Donc, et j'aimerais bien aussi brièvement remercier donc, la présence de Monsieur le recteur de l'Université d'Oran, Monsieur Balaska, bienvenue, de Monsieur Seck de Sénégal, que j'aimerais bien après, s'il veut prendre la parole, poser une question. Monsieur Boubacar Touré, qui est un entrepreneur et qui a une quarantaine d'expertise dans le domaine de différents domaines juridiques, etc. Et il vient de monter une compagnie à Rwanda. Et puis après, donc, je voulais aussi Monsieur Kabda Jawed qui te pose une question. Donc, on va écouter ça. Je vais donc parler de sa question. Un des facteurs exogènes majeurs inhibiteurs de développement de l'esprit entrepreneurial mais réside dans les entraves inhérentes au milieu culturel et social,
porteur du projet exacerbé par le faible développement du tissu socio-économique. Peut-on confirmer ou infirmer cette hypothèse? Et je voulais aussi dire bonjour à notre amie Leïla Rahmouni. On a toujours le plaisir de travailler avec elle. Okay. Bon, je vais réagir par rapport à la question de Jawed, que je salue parce que Jawed est un ancien de mes étudiants dans une autre vie, donc je le salue. Sa question est extrêmement pertinente, mais c'est une question qui est aussi sensible. Pourquoi elle est sensible? C'est vrai qu'elle fait appel, par exemple, à la stratégie, à la politique entrepreneuriale qui a été mise, c'est-à-dire en place durant ces dernières décennies, particulièrement ces dernières années en Algérie. Je l'ai fait à bon escient tout à l'heure. Donc, je me suis basé sur des extraits, sur le discours officiel. Au niveau du discours officiel, c'est extraordinaire ce que vous lisez, ce que vous entendez, que l'entrepreneuriat, c'est une priorité actuellement pour le gouvernement, pour les autorités publiques, y compris pour le président de la République. Et c'est pour ça qu'il y a eu la création dernièrement d'un ministère, c'est-à-dire dédié donc, au développement des startups, des incubateurs, etc. Les textes sont formidables, mais sauf que sur le terrain, quand on voit que 70%, ça c'est le chiffre officiel, parce que j'ai d'autres chiffres, 90% pratiquement des petites entreprises qui ont été financées, qui ont été démarrées dans le cadre du dispositif ENSAIGE, ont d'énormes difficultés. Donc, et quand on prend des décisions d'effacer l'ardoise, c'est-à-dire des dettes, des agios, des prix financiers, etc., donc on se pose des questions, ce n'est plus de l'entrepreneuriat, donc ça devient de l'apaisement social, entre guillemets. Donc, si c'est de l'apaisement social, peut-être qu'il vaudrait mieux mettre en place, c'est-à-dire une sorte de filet social pour les jeunes, mais l'entrepreneuriat, ce n'est pas par dépit, ce n'est pas de l'apaisement social et on ne peut pas excuser, par exemple, une mauvaise préparation et on ne peut pas effacer parce que c'est de l'argent public. C'est de l'argent public et donc effacer comme ça du jour au lendemain, prendre des décisions, ça devient beaucoup plus donc démagogique au lieu que ça soit par exemple un raisonnement structuré pour venir en aide, c'est-à-dire aux entreprises nouvellement démarrées. On le voit, j'avais tout à l'heure parlé d'un ratio. Sur un ratio de 100, il y a des milliards, je dis bien des milliards de dollars qui ont été consentis dans le cadre du démarrage d'entreprise. Je peux vous dire, sur la base des chiffres auxquels j'ai eu accès, à peine 1% ont été consacrés à un véritable accompagnement et suivi. Donc, effectivement, ça ne peut pas fonctionner pour répondre à la question. Abderrahmane, oui. On voit bien ton côté passionné, là. Oui. Alors, voilà pour répondre à Jawed. Si tu permets, Aziz, oui, vas-y. Il nous reste 2 interventions. Une question à répondre, parce qu'on a toujours un contrat moral avec nos participants de rester dans le temps. Oui. Et donc, il y a une question de M. Isidore, puis il y a le professeur Saad qui veut rebondir. On va vous demander d'être bref et concis, parce que normalement, on fermerait le webinaire dans 2 minutes, mais on va extensionner un petit peu pour quand même bien clôturer cette session qui est super importante. Donc, Aziz, je te laisse la question de M. Isidore. Alors, M. Isidore Toyi, donc comment assurer un bon phasage plutôt, et planning des formations techniques et managériales? Une question pour Abderrahmane. Oui, c'est-à-dire assurer le passage de formation technique généralement. Tout à l'heure, professeur Mohamed avait parlé de l'apprentissage, j'avais conclu. L'apprentissage, c'est des compétences transversales. On ne se limite pas uniquement à l'acquisition, par exemple, d'habiletés de gestion, donc ce que j'appelle personnellement les disciplines de gestion qu'un entrepreneur doit avoir, mais on doit greffer également d'autres compétences. Donc, un autre apprentissage est important au niveau donc, du potentiel, renforcer le potentiel. Par exemple, on avait commencé par la résistance au stress, la ténacité, etc., et par des compétences interpersonnelles.
les compétences interpersonnelles sont déterminantes et on les considère comme étant des facteurs du succès si elles sont bien prises en charge, telles que, par exemple, les notions de leadership, de communication, d'accord, la gestion du temps, comment on interagit avec autrui parce qu'on devient donc un entrepreneur. Alors, le passage, nous, on sait que pertinemment, un porteur de projet, il porte déjà en lui, c'est-à-dire les bases de son métier. Mais au-delà de cela, donc on essaie de réussir le passage, de créer cette passerelle qui va lui permettre d'acquérir ces fameuses compétences entrepreneuriales et interpersonnelles. Comment? C'est la pédagogie entrepreneuriale qu'on a intégrée et la pédagogie entrepreneuriale. Moi, je l'ai vu personnellement au niveau de toutes les régions, de tous les pays où on a intervenu. C'est ce qui a fait la différence. Je dis bien c'est ce qui a fait la différence. L'entrepreneuriat aujourd'hui, on est en 2021, c'est un métier. Donc, si c'est un métier, on va devoir l'enseigner comme une discipline parce que l'entrepreneur, oui, il a de la motivation, il a de l'ambition, mais il y a des chaînons manquants. Alors, voilà un petit peu pour répondre. Très bien. Abdelrahman est toujours passionné et passionnant Oui. par rapport à son sujet. C'est un plaisir de t'écouter, franchement. Merci. Et puis après, donc, on passe la parole à M. Saad qui vous a demandé la parole. S'il vous plaît, parce qu'on est contraint par le timing, donc allez-y. Rapidement rebondir à un point que Abdelrahman a soulevé. C'est vrai qu'on peut considérer qu'il y a eu échec, peut-être et sans doute lié à ce que tu as appelé l'apaisement, mais moi je pense que j'identifierais ça en un problème, un défaut, une faiblesse au niveau de l'apprentissage qui est encore, si tu veux, un peu spécialisé, divisé, tu vois, un peu fragmenté, tu vois, et il n'y a pas cette approche globale. Parce que même si tu fais une étude au niveau de tous les investissements, réformes, etc., il y a toujours une faiblesse au niveau de l'Algérie. Il n'y a pas ce suivi, et ce suivi parce qu'il n'y a pas cette approche globale qu'il aurait fallu appliquer au niveau de… Je suis tombé sur un article où on mentionne, apparemment l'Algérie a eu un prix pour reconnaître le nombre d'initiatives introduites pour encourager l'entrepreneuriat. Mais ça se limitait à encourager l'entrepreneuriat et non pas assurer la pérennité. Passer à l'action, oui. Très bien. Très bien. Merci. Je ne sais pas si M. Sek il veut prendre la parole, comme il est au Sénégal, donc vu ton intervention au Sénégal, si vous voulez prendre la parole, intervenir, il est le bienvenu. M. Sek? J'ai activé votre micro. Oui, bienvenue. merci beaucoup pour cette présentation. En fait, moi, la question que je voulais poser, c'était plutôt une question prospective. Vu la situation sanitaire que nous avons traversée depuis plus d'un an, quelles seraient, selon vous, les capacités qu'il faudrait que les entrepreneurs développent pour pouvoir être plus résilients par rapport à des situations comme celle-ci? Ouais. Bon. Alors, merci. COVID, hein? Oui, je parle du COVID, oui. Oui. Merci, Monsieur Sek. Votre question tombe à point nommé parce que le dernier projet au sein duquel j'ai été impliqué, c'est au Honduras. Et en pleine pandémie, c'était exactement il y a un an de cela, toutes les interventions se faisaient sur place, en direction donc des conseillers et en direction des porteurs de projets. Et il y a eu donc l'avènement de la pandémie. Et on nous a demandé comment faire pour continuer justement le processus et comment faire pour encourager les porteurs de projets à ne pas abandonner. Et je vais vous dire tout de suite que ça a été difficile. D'abord, dans ces pays-là, on sait quel est le problème relatif à la connectivité, à l'Internet, etc. Donc ça a été le premier défi. Le deuxième, c'était
de les préparer justement à l'avènement des TI. On disait toujours, les TI, c'est très important aujourd'hui, les TI font partie intégrante justement du développement entrepreneurial. Pas les projets liés au TI, mais l'utilisation de l'outil TI. Et je pense qu'on a eu raison donc, pour faire apprivoiser donc, les technologies de l'information et de les encourager également. Par exemple, la plupart développent des projets dans le domaine du tourisme, dans le domaine, par exemple, du café, etc. C'est un petit peu le paysage économique du Honduras. À ce moment-là, donc, on a carrément fait, c'est-à-dire un virage, je ne dirais pas de 360, de 180 degrés. Au lieu de continuer à travailler sur le processus entrepreneurial, on a commencé donc à intégrer dans le processus la maîtrise de l'outil TI, comment on pouvait intégrer les TI au niveau donc, de leur projet d'affaires. Et là, donc, c'est passé par des formations, encore une fois pragmatiques, pour leur permettre justement de maîtriser les Zooms, de maîtriser par exemple les Google Meet, etc. Mais au-delà de tout cela, c'est la réflexion pour que leur projet soit innovant en intégrant donc les TI. Alors, actuellement, donc, on est en train de travailler donc, sur cet aspect-là, sur ce processus-là. Mais je peux vous dire, c'est très honnêtement, en toute franchise, c'est tout un défi, c'est difficile, étant donné le contexte, non seulement de la pandémie, mais il s'agit par exemple de porteurs de projets qui sont limités en matière, c'est-à-dire d'équipements, qui sont limités en matière de connectivité, etc. Ils ont d'autres priorités que d'aller acheter par exemple un ordinateur, un laptop, etc. Alors ça, c'est des éléments qu'il va falloir prendre en ligne de compte. Mais effectivement, le défi, il est présent. Et votre question tombe vraiment à point nommé. Je ne m'y attendais pas, mais c'est bien de l'avoir posé, M. Seck. Merci. Merci, Abdelrahman. Voilà. Avant que je passe la parole à notre présidente du cabinet conseil RH, Mme Joanne Saint-Ange, je vais rapidement prendre une minute pour remercier M. Attal qui est parmi nous. C'est un entrepreneur et sa compagnie est d'une compagnie cotée à la bourse, je crois, en Algérie, privée. Madame Battahal qui est un partenaire avec nous dans la compagnie Barahal, et M. Qaddar Jawad, M. Boubacar, Madame Rahmouni Leila. C'est toujours un plaisir aussi de travailler avec elle. Et tous les participants avec un grand plaisir. Par contre, je voulais dire aussi une chose, qu'il est temps que aussi les entreprises québécoises s'exportent à l'international. C'est des opportunités. Les compagnies québécoises, l'expertise québécoise, elle est là. Elle est très intéressante à la partager, et surtout en Afrique francophone et en Afrique du Nord. Je passe la parole à Mme Joanne Saint-Ange, notre présidente cabinet conseil, pour clôturer ce webinaire très intéressant. Merci, Aziz. Et je vais être très brève. Abderrahmane, peut-être si tu veux poursuivre le diapo, on va juste inviter les participants. Déjà, un grand merci, Abderrahmane, pour ton partage d'expertise et d'expérience. On aura sûrement une deuxième invitation pour toi sur laquelle on pourra peut-être parler plus en détail des compétences à développer. Parce qu'on a parlé beaucoup. Ce qui ressort de vos présentations et du discours, c'est l'importance de l'apprentissage et comment l'entrepreneur évolue aussi. Exact. Pour ma part, je peux dire que j'ai eu quand même une petite expérience avec le SAGE Montréal en 2008. Donc, j'ai passé à travers le cursus académique sur lequel tu avais sûrement participé et contribué. Merci à professeur Saad. D'avoir été avec nous. Vous êtes actuellement, je pense, en Angleterre, là. Oui, à Bristol. Bon. Comme quoi, on réunit des gens de partout à travers le monde. C'est le côté international du cabinet. Et Ahmed, tu peux réactiver ta caméra. Oui, on veut le voir, Ahmed. Ahmed, qui est un entrepreneur bien confirmé, international. Merci d'avoir été avec nous ce matin. C'est un plaisir, comme d'habitude, d'avoir ton partage, parce qu'on peut bien parler de l'entrepreneuriat sur un plan académique,
Mais le vécu des entrepreneurs, hein, c'est ça qu'on veut entendre souvent et le partage de cette expérience-là qui devient un modèle aussi pour les jeunes qui démarrent ou les jeunes ou les moins jeunes. Hein. On a parlé de 25 ans à 40 ans. Moi, j'ai fait un revirement d'entrepreneuriat à plus de 40 ans. Donc, il n'y a pas d'âge. Hein? Puis, quand on connaît les parcours, comme il y en a un qui a été cité souvent, le colonel Sanders, hein? Le PFK qui est bien connu, avait 70 ans et plus quand il a vendu sa recette de poulet. Tout à fait. Donc, il n'y a pas d'âge pour l'entrepreneuriat. Bien, un grand merci à tout le monde. On vous invite à nos prochaines activités qui sont tout aussi passionnantes. On est sollicité beaucoup sur le travail au Québec. Vous connaissez notre spécialité en management interculturel. Donc, on aura, j'aurai le plaisir d'animer le 16 février avec Madame Cécile Lazertig-Chartier. Et nous aurons comme invité un DRH, M. Éric Hébert, qui va nous parler de l'embauche des travailleurs immigrants des Philippines. Et il y a Aziz qui prendra la parole au mois de mars. Vous pouvez, avec le lien sur notre site, vous inscrire et nous contacter si vous avez plus de questions. Encore une fois, nous sommes désolés d'avoir restreint le temps de chacun. On pourrait faire probablement un webinaire avec chacune des présentations. En dernier lieu, je demanderai un petit 2 minutes aux participants pour notre souci de vouloir améliorer, répondre au sondage au sondage de satisfaction, dès que nous allons fermer le webinaire. À ce moment-là, il y aura le sondage que vous pouvez répondre. Donc, un bonjour à tout le monde, un bonsoir pour ceux qui sont en soirée ou en après-midi. On avait Mme Liao aussi qui est à Vancouver, donc complètement à l'ouest du Canada. Ben, ça sera un plaisir de vous recevoir prochainement. À très bientôt. À très bientôt. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.